Pas de mal. Nabila, Jean-Claude, je peux vous passer la main? Oui, oui. Ok, alors je vais juste bonsoir à tous, bonjour, enfin c'est nous chez la nuit, donc bonjour, bonsoir à tous. Alors j'essaye de faire le partage d'écran. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Alors je vais mettre en plein écran peut-être. Voilà, en plein écran. Et donc à 9 minutes, je t'avertirai en te disant 1 minute. Oui, oui, pas de souci. En fait, on va a priori. Alors, par contre, je vois pas le diaporama. Bon, c'est pas grave. Donc tu remontes à la première là. Voilà, 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 c'est bon. Alors vas-y, voilà. c'est à vous. Voilà, donc en fait, je vais rapidement vous présenter un petit peu les actes de travail des équipes de l'UMR EIO sur les plastiques. Il y a plusieurs aspects, on va le voir, et il y aura après nous deux petites présentations. Enfin, après moi, il y aura Jean-Claude et puis Thierry et Irène qui vont parler. Donc, au niveau de l'UMR EIO, donc on s'intéresse à l'origine et aux sources de pollution plastique. Il y a eu des travaux notamment sur les déchets de la perliculture et également il y aura une présentation un petit peu après de Hiroiti sur tout ce qui est prévision, modélisation par rapport à l'origine et les sources de pollution. Sur les thèmes de l'évaluation, en fait, de caractériser la contamination plastique, on va travailler à la fois sur les ressources naturelles, mais également sur le biotope. Sur les ressources naturelles, plusieurs modèles biologiques, les poissons, les bénitiers, et au niveau de l'environnement, plus généralement, on va travailler sur une caractérisation des contaminations au niveau des sédiments et de la colonne d'eau. Donc là, c'est des travaux qui sont à la fois en cours et qui ont été réalisés, notamment la thèse de Tony Gardon. Je profite juste de cette petite diapo pour présenter le fait que sur les poissons, il y a eu un premier travail en cours et il y a actuellement d'ouvert un poste de demi-ATER à l'Université de la Polynésie française pour information à faire circuler si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées. Sur les effets en fait de la contamination plastique sur les ressources naturelles, deux modèles biologiques sont abordés au niveau de l'unité, l'huile perlière et l'atonie, on parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, plus récemment, on s'intéresse à la réponse du bénitier, à la fois une réponse écophysiologique et une réponse génétique. Et Thierry présentera un petit peu ces aspects. Dernier point sur lequel on travaille, qui est lié finalement aux premiers travaux qu'on a fait sur les déchets de la perliculture. Aujourd'hui, on s'intéresse à la problématique de proposer des alternatives aux aquaculteurs, et ici les perliculteurs, en travaillant sur les biomatériaux. Et donc, Margot Crusoe, qui travaille avec moi sur ce sujet, on travaille sur l'élaboration de tests de prototypes qu'on a élaboré avec un laboratoire en Nouvelle-Zélande. Et là, on est à la phase de test, c'est-à-dire de preuve de concept. Donc voilà un petit peu très rapidement, je m'excuse, un balayage pour resituer en fait les activités par rapport à cette thématique. Donc deux présentations suivront la nôtre, c'est-à-dire Hiroiti et Tony. Et là, pour l'instant, je vais passer la parole à Jean-Claude qui va parler du travail réalisé sur les poissons. Oui, donc sur les poissons, on travaille sur la contamination des poissons par les microplastiques depuis quelques années. Je ne vous reviens pas sur les enjeux que tout le monde connaît. Hein. On sait que les microplastiques, évidemment, c'est une menace pour de nombreuses espèces et des risques pour la santé humaine. Et évidemment, pour la santé humaine, c'est particulièrement vrai quand on parle des poissons, puisque ça fait partie des ressources qui sont les plus consommées. Et donc, à ce sujet-là, on a engagé deux travaux de collaboration, essentiellement dans le cadre de l'encadrement d'une thèse de doctorat d'une collègue Anna Marquis, qui faisait sa thèse à l'Université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et donc, on a fait deux travaux pour le moment qui sont terminés. Un partenariat, donc, chaque fois avec l'Université d'Auckland et d'autres universités de Nouvelle-Zélande et un institut des États-Unis. Et donc, ce premier travail visait à comparer les niveaux d'ingestion de plastique des principaux poissons commercialisés dans 4 régions du Pacifique Sud, à savoir donc Tahiti, bien sûr, les îles Samoa, l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande. Donc, ça nous a permis de faire cette comparaison à une échelle assez large. Parmi les résultats,
qu'on peut retenir, on a observé des taux d'ingestion de plastique qui étaient très importants sur chacune des îles étudiées, et en tout cas pas inférieurs à ceux mesurés dans de nombreuses régions beaucoup plus peuplées dans le monde. Le taux d'ingestion maximum était pour l'île de Pâques, qui est à la fois l'île la plus isolée de nos 4 îles comparées et une des îles les plus isolées, comme vous le savez, dans le monde. Bien entendu, ce n'est pas non plus complètement surprenant parce qu'il y a un lien fort avec la proximité du gyroscope subtropical, du Pacifique Sud. Et puis, on a pu mettre en évidence le transfert trophique des microplastiques des proies vers les prédateurs. Donc ça, c'est un premier travail. Un second travail, dans le cadre de la thèse d'Anna Markic, a toujours une collaboration à l'Université d'Auckland, mais aussi là, ce avec un collègue des Pays-Bas, où là, on a proposé, dans le cadre d'une synthèse bibliographique à l'échelle globale, un bilan des connaissances sur l'ingestion des plastiques par les poissons. Et donc, ça nous a permis de faire notamment une analyse comparative assez méthodologique, puisqu'on s'est intéressé aux principales méthodes d'échantillonnage et puis aussi aux principales méthodes d'évaluation des plastiques afin d'estimer un peu l'effet de ces méthodes sur la détection et sur le biais qu'il peut y avoir dans la détection de l'ingestion de plastique. Donc, parmi les résultats, là, bon, cette étude, évidemment, qui portait sur une centaine de publications, a permis de réévaluer très nettement à la hausse le nombre total d'espèces de poissons marins qui sont concernées par l'ingestion des plastiques, et puis donc à faire des recommandations méthodologiques, donc à savoir des recommandations pour définir par exemple la taille minimale d'échantillonnage ou encore pour sélectionner une des principales méthodes d'évaluation des plastiques. Donc ça, c'est pour les travaux qui sont terminés. On continue à poursuivre. On a une collaboration en cours quand même encore avec Anna Markic dans la suite de sa thèse. Et puis, comme l'a dit Nabila tout à l'heure, dans les perspectives concrètes, là, nous attendons un demi à terre à partir de septembre 2021, avec lequel nous allons travailler toujours sur cette problématique-là, à une échelle un peu plus fine, si on peut dire, puisque l'on sera à l'échelle de la Polynésie française, donc en essayant de faire une analyse comparative entre plusieurs sites de Polynésie qui sont fortement contrastés au niveau de leurs habitats et des pressions anthropiques. Donc voilà pour les poissons. Oui, donc je vais passer la parole à Irène et Thierry qui, elles, vont présenter les travaux qui sont en train d'être lancés sur le bénitier, sur cette thématique à la fois. Donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Irène Bedéré et je suis doctorante à l'UMR Helbo. Et moi, Thierry Bellamy, ATER en écologie marine depuis le mois d'octobre dernier. Donc, comme dit précédemment, l'un des axes d'étude de notre équipe est de déterminer et d'étudier l'interaction entre microplastiques, métaux et bénitiers en Polynésie française. Donc, les niveaux de pollution de ces composés au niveau de nombreuses îles de Polynésie restent encore méconnus. Et donc, dans le cadre de ma thèse et du postdoctorat de Thierry, nous visons à évaluer si le bénitier peut être utilisé comme un biointégrateur de ces pollutions pour quantifier à terme la pollution en microplastiques et en métaux au sein de différents lagons de Polynésie française. Également, nous étudierons la réponse du bénitier en contact à ces polluants à l'échelle moléculaire et cellulaire. Donc, pour cela, des prélèvements in situ seront réalisés donc avec un échantillonnage de bénitiers, de sédiments et d'eau au niveau de différentes îles plus ou moins anthropisées. Donc, au niveau de ces différentes matrices, les métaux et les microplastiques seront dosés et l'expression des gènes et l'activité enzymatique sera mesurée au niveau de différents tissus du bénitier. Et donc, ces résultats permettront de démontrer ou pas un lien entre les concentrations en contaminants quantifiées dans les tissus du bénitier et donc bioaccumulés et les concentrations de ces contaminants dans son milieu environnant, donc c'est-à-dire au niveau des sédiments et de l'eau. Également, nous allons voir si le bénitier est impacté par ces pollutions, auxquelles il est en contact dans son environnement, et ce, à l'échelle du gène et de ses protéines. Et donc, ces deux réponses, ces deux principaux résultats permettront d'apporter de premiers résultats concernant l'utilisation potentielle du bénitier comme intégrateur des pollutions. Et donc, au global, une cartographie des pollutions en Polynésie française pourra être réalisée, donc au niveau des sites échantillonnés, mais également l'innocuité de la consommation du bénitier pourra être évaluée, puisque le bénitier est considéré comme une ressource vivrière importante au niveau des sites des îles reculées de Polynésie française. Donc, voilà.
Voilà pour la petite présentation. Donc voilà, nous, pour la Polynésie, non, donc voilà pour notre petite présentation. Je pense qu'on a tenu les 10 minutes, peut-être moins même. Parfait. Oui, oui, 9 minutes, très bien. J'ai rien à dire. Parfait. Donc, comme ça, on va pouvoir enchaîner avec le travail de Tony et de Hirohiti, qui je passerai une vidéo. Hirohiti m'a passé une vidéo, ce sera plus simple. Et donc, après, il y aura les trois dernières présentations de la matinée et on aura une discussion. Donc, j'espère que vous pourrez rester jusque-là. Ou au pire, vous verrez sur les échanges, hein, s'il y a déjà des premières questions, ne pas hésiter à le faire. Donc, de suite, je passe la main à Tony, s'il peut partager son écran. Alors, il était là tout à l'heure. Ouais, je le vois. Oui, je suis là. Impeccable. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, voilà, parfait. En plein écran, donc 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous parler du projet Microlag. Alors, l'acronyme de microplastique dans les lagons, c'est un projet qui a été financé par l'IFREMER et par la Direction des ressources marines, qui est un organisme territorial de Polynésie française. Et ce projet, eh bien, il s'est inscrit dans le cadre de ma thèse, hein, que j'ai soutenue en décembre dernier, donc, qui visait à évaluer la contamination en microplastique dans les lagons perlicoles de Polynésie française et ensuite d'évaluer l'impact de ces particules sur l'huître perlière Pinctada margaritifera. Alors, j'ai été sous la direction de Gilles Lemoulac, qui a maintenant pris sa retraite, d'Arnaud Huvet, qui lui travaille à l'IFREMER de Brest, et j'ai également été encadré par Jérémy Leluyet et Ika Polpon. Alors, pour recontextualiser un petit peu ce projet, il faut savoir que la perliculture représente la deuxième ressource économique de Polynésie française, hein, donc, à travers le commerce de perles et de nacre. Et dans les années 2000, eh bien, le secteur a connu une crise économique importante, notamment du fait d'une chute du cours de la perle. Et ça, cela a entraîné en fait la fermeture de nombreuses concessions. Et donc les perliculteurs ont abandonné, certains perliculteurs ont abandonné leur structure perlicole derrière eux. Et donc ces structures abandonnées, en plus des structures opérationnelles, sont quasi exclusivement constituées de plastique. Et ce plastique, eh bien, avec le temps, va se fragiliser, notamment du fait des facteurs environnementaux, notamment le soleil, hein, qui va vraiment jouer un rôle prépondérant dans le processus de dégradation. À cela s'ajoute la houle, le vent, et donc ces particules deviennent alors biodisponibles, et l'huître, qui est un organisme filtreur suspensivore, qui est capable de filtrer jusqu'à 26 litres d'eau de mer par heure, donc c'est énorme, pourrait être sujette à cette contamination, d'autant qu'en plus, elle est capable de filtrer une large gamme de tailles de particules, donc comprises entre 2 et 200 microns. Et elle serait d'autant plus vulnérable du fait que son cycle de reproduction est externe, donc elle a vraiment une phase larvaire en milieu pélagique, donc elle pourrait être en interaction avec ces particules tout au long de sa vie. Donc, quelles sont les concentrations en microplastiques et quels sont les effets sur l'huître perlière? C'était vraiment les grandes interrogations qui ont mené à ce projet. Et donc, pour répondre à ces interrogations, eh bien, le projet s'est déroulé en 3 axes. Le premier qui était d'évaluer et de caractériser la contamination en microplastique dans des lagons perlicoles polynésiens. Le second était en laboratoire d'évaluer l'impact de microplastiques standardisés de laboratoire, donc qui sont en fait des microbilles que l'on utilise classiquement pour étudier les effets sur les animaux. Et puis, dans un troisième axe, essayer vraiment de tendre vers une pertinence un peu plus écologique et d'étudier l'impact de microplastiques produits à partir de structures perlicoles, à la fois sur l'huître perlière, mais également en lien avec la qualité de la perle pour répondre aux préoccupations des autorités locales et des professionnels. Alors, je vais surtout vous parler de l'axe 1 dans cette présentation, et notamment donc, la contamination en microplastique, qui s'est portée sur 3 sites qui sont Ahe, Mangi et Takarawa, qui ont été sélectionnés par la DRM en raison de leur histoire et de leur niveau d'activité perlicole. Ce sont 3 atolls qui sont localisés dans l'archipel des Tuamotu. Donc pour chacun de ces sites, on a réalisé des prélèvements d'eau en surface avec un filet Manta à 335 microns, qui est vraiment une méthode standard dans le monde pour évaluer la contamination microplastique. Donc on a essayé vraiment de répartir ces prélèvements sur une bonne partie de la surface des lagons. On a également fait des prélèvements dans la colonne d'eau avec un filet plancton de maille 40 microns. Et puis, on a également fait des prélèvements d'huîtres perlières auprès des perliculteurs.
Alors, l'ensemble des échantillons, le traitement et l'analyse, ça a demandé un travail énorme. Je ne vais pas m'attarder sur toute la méthodologie d'analyse, mais je vous présente les grands résultats de ces travaux. Toute la partie identification a été réalisée au laboratoire détection capteurs et mesures de l'IFREMER de Brest. Donc, ils ont réalisé un gros travail. Et donc, en ce qui concerne les caractéristiques de cette contamination, eh bien, il s'est avéré que en termes de taille, on se situait donc, dans la gamme la plus petite, c'était la gamme 20-200 microns, qui était la fraction dominante, donc qui correspond également à la gamme de taille ingérable par l'ultraperlière, donc je le rappelle, entre 2 et 200 microns. Ensuite, au niveau de la couleur, c'était principalement des microplastiques noirs de type polyéthylène et polypropylène. Et puis, au niveau de la forme, contrairement à d'autres études qu'on peut retrouver dans la littérature où là, les fibres sont très abondantes, chez nous, en Polynésie française, on avait essentiellement des fragments, ce qui implique donc des microplastiques secondaires qui proviendraient de la fragmentation d'objets plus volumineux et donc dont les sources restaient à être déterminées. Et je me suis un petit peu intéressé à ces sources pendant les campagnes d'échantillonnage où j'ai prélevé du coup des cordes et des ombrières de collectage qui sont deux types de matériaux utilisés abondamment en perliculture et qui s'avèrent être noirs. Et par identification FTIR, il s'est avéré que c'était potentiellement des sources de microplastiques noirs de type PE et PP. Alors voici, donc ça c'était pour les données qualitatives. En termes de données quantitatives, eh bien, les traits de filamenta en surface ont montré que les eaux de Polynésie française et les lagons perlicoles eh bien, présentaient des concentrations assez importantes lorsqu'on regarde les valeurs qu'on peut rencontrer dans la littérature. Donc on voit qu'on a une position non négligeable entre 1 et 3 microplastiques par mètre cube. Mais le résultat vraiment majeur de cette approche in situ, ça a été le fait de s'intéresser à la colonne d'eau, qui reste un compartiment encore largement sous-évalué à l'échelle de la communauté, où on a pu mettre en évidence des concentrations nettement supérieures, donc en moyenne 95 fois supérieures. Donc on avait une concentration entre 83 et 135 microplastiques par mètre cube. Alors certes, la méthodologie de prélèvement n'est pas la même, ni même la maille d'échantillonnage n'est pas la même, la comparaison est difficile, mais ces résultats ont permis de mettre en lumière toute l'importance d'étudier ce compartiment biologique, d'autant qu'en plus, l'huître perlière est élevée entre 4 et 6 mètres de profondeur, et il s'est avéré que les concentrations qu'on a pu enregistrer dans les tissus des huîtres en élevage ont été très importantes, donc entre 1 et 7 particules par gramme de chair humide, et quand on projette ça dans la littérature, on constate que l'huître perlière fait partie des bivalves marins les plus contaminés, ce qui coïncide avec sa capacité de filtration, mais également avec la contamination des eaux de ces lagons perlicoles. Et ce qui souligne tout l'intérêt d'évaluer l'impact des particules sur l'huître perlière, ce qui nous amène à l'axe 2 de ce projet où j'ai pu évaluer lors d'une première expérimentation l'impact de microbilles de polystyrène pendant 2 mois. Donc, c'était des microbilles de 6 et 10 microns. On a testé 4 concentrations, donc de 0, 0,25, 2,5 et 25 microgrammes par litre. La concentration maximale était une concentration qui avait été testée par nos collègues du LEMAR, qui était en fait une concentration massique maximale mesurée en mer Méditerranée. À l'époque, on n'avait pas encore les données de l'axe 1. Et donc, on était parti de ces données-là et on avait abaissé cette concentration d'un facteur 10 et 100 pour faire un effet dose et essayer de déceler une fenêtre de réponse. Donc, j'ai pu évaluer l'impact de ces particules à différents niveaux d'organisation biologique. Au niveau individuel, les résultats vraiment marquants, ça a été l'impact important de cette exposition sur l'efficacité d'assimilation des microalgues de ces animaux, qui s'est avéré, qui a diminué de manière significative et dose dépendante, et cela s'est répercuté également sur leur gain d'énergie, donc même à la concentration minimale et également à la concentration maximale à travers un déficit énergétique. Donc cette altération du métabolisme énergétique a eu une répercussion au niveau cellulaire, notamment au niveau de la reproduction et la gamétogénèse des animaux, avec des infiltrations hémocytaires, un arrêt de la prolifération germinale. Et on a également pu mettre en lien cette altération du métabolisme énergétique au niveau moléculaire avec une altération de l'expression des gènes impliqués dans la détoxification, mais également des réponses immunitaires. Alors après cette première approche, bien entendu, ça m'avait permis de
de me faire la main en termes de méthodologie d'exposition et de décrypter les premiers impacts auxquels on pouvait s'attendre. Mais en fait, grâce aux données de l'axe 1 et le fait d'avoir des données de concentration en microplastique, mais également d'avoir identifié les sources potentielles de microplastiques, qui sont donc les plastiques perlicoles, eh bien, j'avais toutes les clés en main pour tendre vers une expérimentation plus pertinente sur le plan écologique et tendre vers une réalité environnementale lagonaire. Et donc, j'ai sélectionné mes plastiques perlicoles, l'ombrière de collectage et le cordage. Donc, pour le coup, j'ai pris un cordage violet pour être en mesure de dissocier les deux de par leur couleur. Et puis, j'ai mis en place un protocole de production de microplastiques et j'ai exposé ces microplastiques pendant plus de 5 mois. Donc là, le but, c'était vraiment de simuler un cycle de production de perles. Donc 5 mois de manip, c'était très long. Et j'ai testé 2 concentrations, donc une à 0,025 pour recouper avec la manip précédente, puisque des effets avaient été observés même à la concentration minimale. Donc toujours dans le même but, essayer de déceler une fenêtre, une concentration à laquelle on n'a pas de réponse. Puis la concentration maximale, qui là était une concentration à 1 microgramme par litre, donc extrapolée de la concentration numéraire moyenne mesurée dans la colonne d'eau de Takarwa. Donc c'est une très grande manip qui m'a permis d'engranger énormément de données. On a travaillé sur le métabolisme énergétique de nouveau, la croissance, la malformation coquillère, on a pu étudier sur la formation de la perle, la récolte et la qualité de ces perles, la gamétogénèse, et puis un gros travail sur le transcriptome de manteaux de sec perlier qui ont un rôle important dans la biominéralisation, et puis les hémocytes. Mais toutes ces données sont en cours d'acquisition et feront l'objet d'une valorisation en fin d'année ou en début d'année prochaine. Donc, je ne pourrais pas vous présenter davantage de choses. Voilà, je vous remercie de votre attention. Parfait. Super. Très, très bien. Il faut que tu déconnectes ton partage d'écran, si ça c'est bon. Ça doit être bon alors. C'est bon. Pour la présentation d'Hiroiti, qui me semble être connecté, donc vous pouvez penser à lui poser des questions. Par contre, il a fait une vidéo pour être sûr que ça passerait bien. Et normalement, vous devriez la voir. Quelqu'un peut me confirmer? Oui, c'est bon. Alors, je lance. Oui, c'est bon. Je vais donc vous parler des dispositifs de concentration de poissons dérivant dans la zone économique exclusive de Polynésie française. Donc, avant de démarrer, il faut définir ce qu'est un dispositif de concentration de poissons. Pour faire simple, un DCP, c'est un objet flottant au milieu de l'océan autour duquel on vient s'agréger de manière naturelle des poissons. Donc, on comprend qu'en déployant plusieurs de ces dispositifs, on va pouvoir donc optimiser le nombre de captures au niveau de la pêche. Donc, il existe 2 types de DCP. Les DCP ancrés, qui vont donc avoir une position fixe et qui vont être utilisés pour la pêche artisanale côtière. Donc, c'est ce que l'on utilise exclusivement ici en Polynésie française. Et les DCP dérivants qui, eux, vont dériver avec les courants qui vont surtout être utilisés pour la pêche industrielle. Donc, à noter que les DCP dérivants sont strictement interdits, donc la ZEE de Polynésie. Alors, un DCP dérivant va être constitué d'un radeau en surface, donc ça va être la partie visible, et en subsurface, donc on va avoir ce que l'on appelle une traîne ou un agrégateur qui va permettre donc de ralentir la dérive du DCP, mais également d'optimiser l'attraction des poissons. En surface, on retrouve également donc une balise GPS qui va donc communiquer la position du dispositif au bateau qui l'aura donc déployé. Donc, seul l'armateur aura accès à la position du DCP. Donc, ces dispositifs vont être déployés en haute mer par les bateaux seineurs, donc avec un déploiement en masse pour avoir une pêche qui va être très efficace. Malheureusement, ces DCP dérivants présentent beaucoup d'impacts négatifs, notamment dû à la technique de pêche associée, donc la pêche à la senne, qui consiste à venir donc encercler le DCP ainsi que tous les poissons qui sont agrégés en dessous du DCP. Et donc, on comprend qu'il va y avoir beaucoup de captures de juvéniles, également d'espèces non ciblées, donc il y a un fort risque de surexploitation. Donc, ces DCP présentent également un risque de pollution, avec donc les échouages sur les récifs, sur les plages, et également un risque pour la navigation. La Polynésie française se situe malheureusement entre 2 des plus grandes zones de pêche sous DCP dérivants, la WCPO à l'ouest et l'EPO à l'est. Donc ici à gauche, vous avez de représenter les tonnages des différentes espèces de thon capturées sous DCP dérivants pour l'année 2018. Et ici à droite, donc, vous avez les tonnages de capture de thon
selon les différentes techniques de pêche utilisées. Et ici, on range donc la pêche sous objets flottants, donc parmi lesquels on retrouve les DCP dérivants. Et donc, en rouge, vous avez de représenter la Polynésie française. Et oui, on rencontre aujourd'hui de plus en plus de ces DCP dérivants qui entrent dans la Z2. Il y a un nombre croissant de la population, puisque ces objets représentent une réelle source de pollution, mais également certains évoquent le terme de pillage de la ressource, puisque ces DCP peuvent entrer puis ressortir de la Z2 de Polynésie française. Donc, l'objectif ici va être d'évaluer l'impact des DCP dérivants dans la Z2 de Polynésie française, à travers donc, deux programmes, DCPêche et DCPval, qui sont tous les deux liés sur la période 2019-2022, avec notamment deux approches. La première donc, par la modélisation numérique sur laquelle j'ai travaillé, et ensuite donc, la partie échantillonnage sur le terrain. Vous avez donc ici les différents partenaires avec l'IRD qui est au coordinateur, la Direction des ressources marines de Polynésie française, l'Université de Polynésie et The Nature Conservancy. En ce qui concerne donc, la modélisation, donc, ça va être un outil qui va être non négligeable puisque l'on n'a pas de données, on ne connaît pas la position ni le trajet de ces DCP dérivants. Donc, la modélisation va nous permettre de venir répondre à certaines questions, notamment donc, déjà l'origine des DCP, leur trajectoire, leur durée de dérive ou encore donc, les probabilités d'échouage. Donc, pour cela, on va utiliser le modèle du dérive lagrangien Ariane. C'est notamment un outil que l'on utilise pour la dérive des déchets ou les dispersions larvaires. Et donc, on va ici l'utiliser pour la dérive des DCP. Donc, les DCP vont dériver avec les courants de surface, donc ce sont des objets flottants. Et donc, on va surtout utiliser des champs de courant en 2 dimensions. Également, il faut savoir que dans le Pacifique, il y a principalement 2 types d'agrégateurs qui vont être utilisés, donc 30 mètres et 50 mètres de profondeur. Et donc, pour modéliser la dérive de ces 2 types de DCP, donc, on va utiliser donc, 2 types de courants différents, moyennés donc, sur 30 mètres et 50 mètres, issus donc, du modèle ACOM. Donc, l'idée est simplement de faire un largage de particules et de les suivre dans le temps. Donc, comme je le disais précédemment, la Z2 est située entre les plus grandes zones de pêche sous DCP. Malheureusement, on n'a donc pas d'informations sur le déploiement de ces dispositifs. Donc, j'ai réalisé donc ici un lâcher de particules dans tout le Pacifique Sud, à l'extérieur de la Z2E, donc représenté ici en bas en rouge, avec donc un lâcher tous les 5 jours de 1994 à 2013 avec une dérive d'1 an. Donc, un an qui correspond à peu près à la durée de vie maximale d'un DCP dérivant avant qu'il ne finisse soit au fond de l'océan ou alors qu'il ne s'échoue quelque part sur des côtes. Donc, avant de commencer, on peut déjà s'intéresser aux différences du courant lorsqu'on est en moyenne sur 30 ou 50 mètres. Donc, ce que l'on remarque déjà, c'est que pour les 2 cas, on voit qu'il y a un courant assez intense ici, donc représenté en jaune, donc le courant équatorial sud, qui s'écoule d'est en ouest. Mais si l'on regarde de plus près, on voit qu'il y a quand même quelques différences, notamment ici à l'est de la Z2, où la direction va varier, donc avec un écoulement vers le sud-ouest pour les courants moyennés sur 30 mètres, alors qu'il sera plein ouest pour les moyennes sur 50 mètres. Plus à l'est, on va également avoir une différence au niveau de l'intensité qui sera plus fort pour les courants moyennés sur 30 mètres. Et donc, on va déjà ici avoir, on s'attend déjà à avoir des différences au niveau des trajectoires des particules. Alors, une fois que les simulations ont fini de tourner, on peut s'intéresser donc aux probabilités d'entrer dans la Z2E. Donc, avec ici en jaune des probabilités plus fortes. Donc, ce que l'on constate a priori, c'est que la majorité des DCP que l'on retrouve donc, dans la Z2 de Polynésie française proviendrait de l'est du Pacifique. Donc, si l'on compare cette fois donc, les 2 profondeurs, donc on remarque que pour 30 mètres, on va avoir donc, une distribution qui s'étale un peu plus à l'est. Donc, une fois que ces DCP entrent dans la Z2, ils vont donc dériver au large des îles. Et donc, ici, on peut s'intéresser à la distribution de ces particules dans un rayon d'environ 30 000 nautiques autour des îles. Donc, c'est la distance qui correspond à peu près à la distance faite par les pêcheurs. Et là, on remarque qu'il y a déjà une bonne différence, notamment au niveau de l'archipel des Marquises, où on voit qu'avec des agrégateurs de 50 mètres, cet archipel va être plus menacé. Donc, la même chose ici, donc la distribution en fonction donc, des archipels. Donc, avec les agrégateurs de 30 mètres, on voit que plus de 50%
des particules qui vont dériver au large des îles, donc se situent dans l'archipel des Tuamotu, donc ici en bleu clair. Et par contre, avec des agrégateurs de 50 mètres, on va surtout avoir donc, un passage au large des îles Marquises, donc ici en bleu foncé sur la droite. Donc on peut également s'intéresser donc aux échouages de ces DCP. Donc ici vous avez de représenter la distribution de ces échouages. Donc on voit qu'il y a également certaines différences entre l'une et l'autre. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de pouvoir mettre en place donc, une liste d'îles donc avec les plus fortes probabilités d'échouage, qui va donc permettre de venir aiguiller les échantillonnages qui seront faits par la suite. Donc, en parlant de ces échantillonnages, donc on va avoir plusieurs approches, notamment on va utiliser donc deux types d'échantillonnage. On a un qui sera donc participatif et le second qui sera dit scientifique. Donc, pour permettre de venir recenser tous ces DCP sur les plages, les récifs ou en pleine mer. Donc, l'échantillonnage participatif donc, va solliciter la population. Donc, lorsqu'ils vont trouver donc, ces DCP dérivants, ils vont pouvoir donc, le déclarer en ligne, donc avec la mise en place d'un questionnaire. Et donc, ils vont pouvoir renseigner différents paramètres, notamment la date, la localisation, la taille, les matériaux, etc. etc. Et donc, l'échantillonnage, lui, plutôt scientifique, donc, qui sera réalisé par le personnel IRD de la DRM ou de l'université, donc, ce sera plutôt un échantillonnage standardisé, donc pour avoir des statistiques plus robustes, avec notamment qu'il y a déjà eu un travail qui a été fait pour la mise en place d'un protocole, notamment pour l'observation de ces DCP, la distance d'observation, la distance du bateau par rapport à la côte. Et dans cette partie, on aura également l'évaluation des impacts, notamment sur les récifs, les raclages, est-ce qu'il y a une pollution de batterie, les plastiques, etc. Donc, pour vous donner une idée, ici, vous avez en 2019, en avril, un collègue de la DRM qui a été en mission, qui avait fait un tour de l'atoll de Kauai pour compter le nombre de DCP, et il en avait déjà compté une quinzaine, dont principalement sur la côte Est. Donc ici, pour conclure, on vous propose donc, une étude donc, pour évaluer l'impact des DCP avec notamment deux approches. La modélisation qui va venir aiguiller l'échantillonnage et l'échantillonnage qui pourra servir donc, pour valider la modélisation. Et l'ensemble de ces résultats donc, va être utilisé pour faire remonter ce problème de DCP dérivant aux commissions de pêche et éventuellement pouvoir mettre en place une politique de gestion et de sanction de ces déchets. Je vous remercie pour votre attention. Ok, donc voilà la vidéo pour Hiroiti. Du coup, on ne va pas quitter le sujet puisque donc l'exposé d'après c'est donné par Christophe. Christophe, tu es connecté? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais. Tu peux prendre le partage d'écran. Ça marche. Je crois qu'il faut que ça soit ouvert avant que tu fasses le partage d'écran. C'est bon là, non? Non, il faut que tu refermes ton partage d'écran, que tu ouvres ce fichier et que quand tu reprends le partage d'écran, tu sélectionnes la fenêtre ouverte. Voilà, il faut que tu l'ouvres avant. Comme ça, quand tu ouvres la fenêtre de partage d'écran, tu devrais voir le PDF ouvert et c'est cette fenêtre-là qu'il faut sélectionner. Ouais, impeccable. OK. Oui, oui, tu te mets en plein écran et donc je te préviendrai à 9 minutes. Voilà. OK, donc merci aux organisateurs de cette journée, et en particulier à Christophe pour cette initiative et l'invitation. Donc, je vais présenter un travail d'analyse et modélisation de l'échouement des dispositifs à concentration de poissons qui fait l'objet en fait de la thèse de Ta Imzilen que je co-encadre avec David Kaplan. Et donc, on est tous les trois à l'UMR Marbec à 7. Alors, le contexte, en fait, il a été parfaitement présenté par Hiroiti, donc ça va me faire gagner beaucoup de temps. Donc, il a présenté ce que sont les dispositifs à concentration de poissons ou DCP, qui sont donc utilisés massivement dans la pêche aux thons tropicaux et dérivent, en tout cas pour ceux qui sont dérivants,
et finissent donc par s'échouer ou bien couler et donc polluer le littoral. Alors, ces DCP, comme l'a dit Hiroiti, sont constitués de différents matériaux. Il y a des morceaux de filets de pêche, il y a des flotteurs et il y a une structure en surface qui est constituée généralement soit de bois, soit de plastique. Et donc, finalement, cette problématique, c'est plutôt l'échouement et la pollution de macrodéchets qui contiennent du plastique plutôt que du microplastique. Alors, la différence par rapport au travail qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'en fait, avec un partenariat avec les organismes de pêche dans les océans Atlantique et Indien, à l'IRD, en fait, on a accès à ces positions des DCP. Comme l'a dit Hiroiti, donc on a des balises GPS qui sont attachées au DCP, donc qui servent aux pêcheurs pour retrouver les engins, mais qui nous servent nous aussi aux scientifiques pour analyser les trajectoires de ces DCP. Donc en fait, on a une base de données qui regroupe à peu près 50 000 bouées attachées à ces DCP des océans Atlantique et Indien. Donc là, on est dans des océans différents de ceux de la présentation tout à l'heure, bien sûr. Et ces bouées, elles émettent généralement toutes les 6 heures. Et donc, le travail que je présente ici couvre la période de 2008 à 2017. Et donc, le travail globalement a consisté à déterminer les bouées qui s'échouent. Et donc, sans rentrer dans les détails, globalement, c'est les bouées qui ne bougent plus ou pas beaucoup. Et donc là, je présente le premier résultat donc, qui est publié dans un papier qui est sorti cette année de Imzilen et collaborateurs, où en fait, en abscisse, donc on a la période temporelle qui donc va de 2008 à 2017, et en ordonnée, on a le pourcentage de ces DCP identifiés comme échoués, avec en noir l'océan Indien et en gris l'océan Atlantique. Donc on voit qu'en fait, ces pourcentages d'échouement, ils varient entre, mettons, 5% et 20%, avec des valeurs qui sont relativement similaires dans les deux océans, et également une dynamique proche avec d'abord une augmentation dans les années 2008, 2012, 2013, puis une stabilisation de ces pourcentages d'échouage. Donc là, c'est la vision temporelle. La vision spatiale, donc c'est ce que je montre ici sur la carte, où en fait, ce qui est représenté ici, c'est la proportion de balises qui passent par des petites cellules spatiales qui après conduisent à un échouement. Donc on voit que cette proportion, elle est très hétérogène bien sûr dans l'espace. La proportion d'échouement est relativement faible quand on se situe au milieu des bassins océaniques et très élevée quand on est proche des littoraux, qui n'est pas vraiment surprenant, mais même le long des littoraux, on voit qu'il y a des valeurs qui parfois sont très élevées et parfois plutôt faibles. Donc, en fait, en combinant cette carte de proportion d'échouage avec la carte de déploiement de DCP, parce que là aussi, en fait, on a les données de déploiement de ces DCP à la fois dans l'Atlantique et dans l'Indien. C'est en fait la carte qui est représentée ici avec les différentes couleurs qui correspondent au nombre de DCP qui sont déployés. Donc, en combinant la carte que j'ai présentée tout à l'heure avec celle-ci, on identifie au sein de la zone de déploiement les zones qui sont très risquées pour l'échouement. Et donc, l'idée ici, c'était de voir qu'est-ce qui se passerait si on interdisait le déploiement dans ces zones risquées, donc représentées ici par les polygones violets. Et le diagramme à droite, eh bien, il montre en abscisse le pourcentage de déploiements qui sont interdits et en ordonnée le pourcentage d'échouement qui serait évité par cette interdiction. Donc là, je vous invite à regarder simplement les courbes noires, donc avec l'océan Indien en trait plein et l'océan Atlantique en trait discontinu. Et donc, ça montre par exemple que si on interdit 20% des déploiements les plus risqués, donc dans les zones violettes, ici, on va avoir une réduction de 40% environ des échouements. Donc voilà, ça mène à une proposition assez concrète de limiter le déploiement des DCP dans les zones à fort risque d'échouement qui ont été identifiées ici. On propose aussi en fait de récupérer les DCP qui passent à proximité des ports pendant leur dérive avant de s'échouer. Et donc là, on a finalement quantifié le nombre de DCP qui, après être sortis des zones de pêche,
passe à moins de 50 km d'un certain nombre de ports avant de soit s'échouer, soit couler. Et donc, cette étude a mené à la quantification de la probabilité de passage à proximité des ports, qui sont les couleurs là qu'on voit très mal sur ces figures, mais surtout à l'identification à la liste de ces ports, donc identifiés par catégorie, soit des grands ports ici, soit des ports de taille plus petite en bas. Donc là encore, une proposition assez concrète qui serait de récupérer, en fait, d'intercepter en quelque sorte les DCP sortis des zones de pêche, donc perdus pour la pêche, mais avant leur échouement sur les littoraux. Enfin, la dernière approche, c'est de modéliser les trajectoires. Et donc là, on a une approche qui est assez similaire à celle qui a été présentée dans l'exposé tout à l'heure. On utilise un modèle de dérive qui s'appelle ICTIOP et qui est forcé par différents produits de courantologie, soit Globe Current, soit Oscar, et aussi des sorties de modèles, en l'occurrence Nemo. Et donc là, je vous ai représenté un exemple de trajectoire de DCP observée, c'est la courbe noire, de trajectoire de DCP simulée, donc en lâchant des particules au même endroit et au même moment que le DCP observé, la courbe rose sans action du vent, et la courbe bleue avec, en rajoutant en fait au courant de forçage, une action de 1% d'action directe du vent. Donc là, c'est un exemple qui montre l'effet potentiel direct du vent sur la structure des DCP, qui n'est pas forcément une surprise, parce que là, on utilise un modèle de particules infiniment petites qui est quand même assez différent d'un DCP. Donc là, c'est un exemple que j'ai choisi volontairement qui marche particulièrement bien. En rajoutant 1% de vent, on a une trajectoire simulée qui est quasiment la même que celle observée. Je ne vous cache pas que généralement, ça marche moins bien avec ou sans vent. Et donc là, l'étude de modélisation, elle vise à voir effectivement si en rajoutant l'effet du vent, l'effet des vagues, l'effet de l'inertie, etc., on arrive à avoir en quelque sorte un modèle de dérive de DCP qui soit meilleur qu'un modèle de dérive simplement particulière. Et enfin, vous me direz, pourquoi on cherche à modéliser ces trajectoires puisqu'on a les données de ces trajectoires? En fait, l'idée, ça serait d'aller vers un DCP, entre guillemets, du futur qui embarquerait un système d'alerte, donc basé sur la prédiction de ces trajectoires à un horizon temporel de quelques jours. Il pourrait y avoir un système d'alerte, attention, le DCP va s'échouer. Et donc, ce DCP du futur embarquerait aussi un système de contrôle à distance qui pourrait permettre de modifier sa trajectoire de façon à éviter l'échouement. Donc ça, c'est l'objet du projet InnovFAD, dans lequel s'inscrit ce projet de thèse, sachant que dans les DCP du futur, il y a un autre aussi axe de recherche très abondamment suivi, qui est l'utilisation de DCP avec des matériaux biodégradables. Et donc ça, c'est l'objet d'un autre projet au labo qui s'appelle BioFAD. Voilà, je vous remercie de votre attention. Super, merci Christophe. C'était exposé très clair aussi. Donc, on a fini un peu la partie sur les DCP, je pense, pour aujourd'hui. Prévu donc l'intervention de Margot Thibault, si je me rappelle bien. Oui. Est-ce qu'elle est connectée? Elle est connectée, je suis là. Voilà. Donc, tu peux prendre le partage d'écran. Oui, ça marche. Hop. Alors, avant tout, moi, je voulais donc remercier tout le monde, le collectif, d'avoir organisé ces journées. Et puis, sur le planning, c'était marqué que je vais présenter mon projet de thèse. Seulement, il m'est important de vous faire part des différentes actions en fait, qui sont organisées et dont je fais partie dans le sud-ouest de l'océan Indien, pour que les personnes qui travaillent à cette échelle soient au courant des personnes à contacter pour faire des partenariats, en tout cas dans ce domaine-là. Du coup, partage d'écran. Alors. Ça m'a l'air figé là. Est-ce que tu es toujours connecté? Oui. Oui. Vous m'avez? Il y a eu oui, un oui, souci. oui. C'est bon? Alors, je ne vois toujours pas ta présentation. Ah, oui, génial. Ça bug. Vous m'entendez ou pas? Ou ça bug? On t'entend, mais ça peut être… Non, on t'entend plutôt bien dans l'ensemble, mais bizarrement, tu n'arrives pas à apparaître sur la fenêtre centrale. Je soupçonne des micro-coupures. Oui, allô?
que Écoute, vous m'entendez. oui, on t'entend, mais visiblement, tu n'arrives pas à prendre le contrôle. Bon, je pense qu'on va devoir intervertir l'ordre. Ce que je te propose, c'est peut-être de m'envoyer par email ta présentation. Comme ça, je pourrais, moi, la diffuser. Et puis, on devrait t'entendre de façon à couper ta caméra aussi pour gagner un petit peu de bande passante. Je pense qu'il y a un je petit vais la souci. couper, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Donc, Je pense que c'est peut-être un qu'on problème va… de Wi-Fi, de connexion. Ouais, je pense, ouais. Du coup, je pense que je vais demander à David de faire sa présentation s'il est connecté. Pendant que tu m'envoies ton fichier, et du coup, je passerai ton fichier après. David, est-ce que c'est bon pour toi? Alors… Oui, c'est bon. Allô, vous m'entendez? Tu m'entends, Christian? Enfin, Oui, on t'entend. Tu peux prendre l'écran d'accord. et nous montrer ce que tu voulais nous montrer Ouais, pour voilà, ouais. Parce que tes moi, c'est travaux. un Et peu puis, bon. on reviendra sur Margot juste après, quoi. Exactement, ouais. Ok, je partage tout de suite. Donc, alors. Ok. Donc, en fait, je me suis un peu greffé sur cette thématique, enfin, via un projet que je coordonne actuellement sur la mangrove kenyane. Et il se trouve que c'est des observations très récentes qui ont moins d'un an, mais qui ont été une vraie révélation quelque part pour pas mal de gens, les communautés locales, etc. Je vous présente très, très rapidement ce projet mangrove. En fait, c'est un travail qui est coordonné par l'IRD, le CIRAD et puis les services forestiers kenyans et qui a pour but de réhabiliter et d'améliorer la conservation de la mangrove qui est très dégradée sur la côte kenyane, qui est très dégradée principalement à cause de la démographie. En fait, et dans les zones périurbaines, en fait, la mangrove, c'est d'abord une source de charbon, d'abord une source d'énergie. Voilà, pour les familles qui viennent, qui arrivent autour des villes. Et puis l'autre truc, c'est que donc au cours des dernières décennies, la mangrove a été plus ou moins interdite. Enfin, disons, le commerce du bois a été un peu arrêté. Et comme les gens replantaient, qui coupaient et replantaient, les communautés locales coupaient et replantaient, la mangrove a beaucoup souffert en fait de l'interdiction d'exploiter. Et donc, nous, on travaille là-dessus. Alors, on a fait un partenariat qui est centré donc sur de la construction de capacités avec les communautés locales, les scientifiques du Kenya, et puis les forestiers qui ne connaissent pas trop encore. C'est pas un écosystème très investi par les forestiers. Alors, on a une quinzaine de sujets de master et thèse qui sont un peu à l'interface, on va dire, bien sûr, des questions sociales importantes au Kenya, puisqu'on répond à une demande du gouvernement kenyan. David, tu peux mettre en plein écran, s'il te plaît? Vous le voyez là ou pas? Oui, mais tu n'es pas en plein écran là. Si ouais. Ouais, voilà, le mode plein écran, ouais, super. Ouais, ok. Voilà. Donc, en fait, on travaille bien sûr sur une thématique qui est la mitigation climatique, puisque la mangrove, c'est l'écosystème qui stocke le plus de carbone actuellement. C'est 700 tonnes, jusqu'à 700 tonnes par hectare et par an de carbone. Au Kenya, c'est pas autant. Les estimations sont autour de 300 tonnes, mais enfin, c'est déjà énorme par rapport à une forêt normale. C'est très important, je pense, par rapport à la problématique plastique, d'après ce que j'ai entendu là avant. Et ça serait intéressant de mobiliser, je pense, des chercheurs qui travaillent sur les microplastiques et leur dégradation dans l'environnement. Alors, on a pas mal ce qui est intéressant dans ce truc-là, dans ce projet, c'est que donc, vous pouvez voir un certain nombre de sujets de recherche qui sont soit, je dirais, d'ordre physique ou biophysique, soit, là, par exemple, il y a un sujet assez intéressant qui est le cycle biogéochimique du carbone dans la mangrove. Bien sûr, les estimations de stock de carbone, parce que ça intéresse
beaucoup les communautés locales pour les questions futures, mais déjà, enfin futures, oui, de crédit carbone. Et puis ensuite, tout ce qui concerne plutôt des questions, on va dire, de gestion participative de l'écosystème. Avec, bien sûr, de la télédétection, enfin bon, pas mal de technologies qui sont utilisées. La cartographie des sédiments et la cartographie de la zone intertidale qui est essentielle. Et on s'est rendu compte, alors je ne sais pas, peut-être que vous travaillez là-dessus dans vos UMR respectives, mais on est en train de lancer en fait un atelier là-dessus, sur la zone intertidale, parce qu'on se rend compte que la cartographie de cette zone et un MNT de cette zone, en fait, reste toujours à établir pour les zones tropicales et en particulier les zones où il y a de la mangrove. Et c'est cette zone intertidale qui est essentielle pour, évidemment, non seulement le développement de la mangrove, mais aussi, bien sûr, l'échouement des déchets. Donc, voilà, on est en train de lancer un truc là-dessus qui peut permettre aux communautés locales de vivre, en fait, avec la mangrove. Voilà. Alors, je vais arrêter avec ce truc-là. Et ce qu'on a observé, ce sont des concentrations très, très importantes à l'arrière de ces des accumulations très importantes de déchets plastiques, donc plutôt de macro-déchets, pour reprendre un peu les... Mais on n'a pas encore travaillé vraiment sur les micro-déchets. Alors, donc c'est évidemment, on subodore évidemment qu'au niveau moléculaire, il doit se passer des choses, ou au niveau polymère, il doit se passer des choses très importantes dans ces sédiments très, très organiques, et évidemment, dans lesquels en fait, on va lancer des analyses, si vous voulez, moléculaires, pour bien comprendre d'où vient la matière organique en fait de cet écosystème. Mais les concentrations importantes en plastique sont d'ores et déjà, je dirais, intéressent déjà des bailleurs, et notamment Clean Ocean Initiative, qui est une initiative de la Banque européenne, alors comment ça s'appelle, European Investment Bank, la Banque européenne d'investissement, qui, dans les années à venir, souhaite investir vraiment massivement pour essayer de dépolluer et de recycler le plastique. Et donc, alors, je change de... Voilà. Rapidement, s'il te plaît. Vous m'entendez toujours? Je ne sais pas. Oui, on t'entend très bien. Voilà une idée de ce que ça donne. Et voilà, on va faire une expérience donc pendant 1 an. On n'a pas de visio. On n'a pas de visio. Si tu as changé de document PDF, là, on n'a pas de visio. On est resté sur un tableau de temps du capacity building. Alors, comment je fais là? Il faut que tu arrêtes le partage d'écran et que tu reviennes sur l'autre document, je pense. On ne peut pas changer comme ça. Alors, reprendre le partage. Non, OK. Nouveau partage. Voilà, et que tu remettes. OK. Écran partagé. Il faut éviter ce genre de manip. C'est bon là? C'est en train d'arriver, oui. Voilà. Donc, rapidement, s'il te plaît, David, pour tenir les délais. Voilà, donc c'est bon, vous voyez quelque chose? Oui, on voit la carte. Donc, très bien. Donc, en fait, on va lancer une expérience là, avec ce bailleur, une expérience d'1 an pendant laquelle on va travailler sur ces mangroves là autour de la ville de Mombasa, que vous voyez, l'île de Mombasa et puis toute l'agglomération de Mombasa qui est beaucoup plus importante. L'île plus agglomération de Mombasa, c'est à peu près 700 000 habitants quand même. Et certains disent plus que ça, mais bon, c'est pas... Et il y a 2 grandes mangroves, si vous voulez, qui sont des zones en fait périurbaines, qui sont très, très dégradées
et sur lesquels on va aller mesurer finalement pendant 1 an, cartographier et mesurer les flux le stockage de déchets plastiques dans ces mangroves. Donc là, on considère que ce sont plutôt des apports, je dirais, depuis les rivières. Mais bon, on n'exclut pas non plus des apports externes. Hein. On ne sait pas trop, en fait. On pense plutôt que ce sont des apports proximaux liés aux habitations et aux populations locales périurbaines. Alors, notre travail, ça va être un travail de cartographie. Ça va être un travail ensuite de ramassage et de stratégie participative. Donc là, je retiens bien ce que j'ai vu passer avant dans un des exposés sur les histoires de collecte participative des déchets. Donc nous, on va faire ça, on a l'intention de faire ça dans la mangrove avec des CBO. Donc CBO, c'est des ONG, on va dire des associations des communautés locales. Et on va ramasser donc le plastique et ensuite on va suivre le long du trait de côte, on va suivre l'accumulation des plastiques pendant une période d'à peu près 8 mois, puisqu'il faut que cette expérience, il faut qu'on ait des résultats préliminaires au bout d'1 an. De façon ensuite à monter, et c'est là où ça pourrait intéresser le GDRI, de façon ensuite à monter avec la Clean Ocean Initiative un projet, alors un gros projet mangrove, Biotrap, qui impliquerait donc sur lesquels il y aurait de l'ingénierie, de l'éco-ingénierie, qui permettrait de développer, je dirais, des rides, d'améliorer l'écosystème mangrove de façon à faciliter le piégeage et la collecte de ces déchets. Encore une fois, ce qui se passe, c'est que ce qu'on observe, c'est que ces déchets, en fait, ils sont transportés depuis l'extérieur vers l'intérieur, plutôt, de la mangrove. Et donc, il y a une partie de ces déchets qui va dériver pendant un certain temps, probablement, dans cette zone intertidale, là, et puis qui, au fur et à mesure qu'elle va pénétrer à l'intérieur de ce réseau racinaire extrêmement dense, va s'accumuler finalement, dans la zone de marée haute, quoi. C'est-à-dire la limite, en fait, la limite de la zone intertidale, la limite supérieure de la zone intertidale. Alors, avec des apports probablement donc liés supérieurs, liés aux marées d'équinoxe, etc. Voilà. Okay. Donc, il y a un travail de modélisation aussi derrière. D'accord. Super. Merci beaucoup, David, de nous avoir présenté ça. De rien. Désolé, j'ai été un peu long. Je suis là pour essayer de réguler un petit peu. Donc, je vais repasser de suite la main à Margot dès que tu peux départager ton écran, s'il te plaît. Voilà. Et Margot, donc tu peux prendre la main si tu es connectée. Oui, du coup, j'enlève la vidéo. Oui, ça, c'est pas plus mal. Ok. Hop. Voilà. Et là, donc, c'est parti. Donc, comme je vous disais, je vais vous présenter 4 petits projets de manière assez synthétique, et dont mon projet de thèse qui est dans l'océan Indien. Donc, premièrement, il faut que vous soyez au courant qu'il existe un groupe d'experts des déchets marins et microplastiques dans la zone du sud-ouest de l'océan Indien. Donc, ce groupe a été créé en 2019 et normalement se termine en 2022 et va être reconduit. Donc, c'est un groupe d'experts qui représente 7 pays du sud-ouest de l'océan Indien, donc l'Afrique du Sud, le Kenya, Tanzanie, Réunion. Et donc, pour ma part, je représente la Réunion. Alors, il sert à quoi ce groupe d'experts? C'est, bien sûr, il y a des réunions annuelles, mais c'est surtout de permettre à un réseau international de créer ce réseau, de créer un projet de suivi des déchets marins dans cette zone-là, mais aussi de réaliser 3 reviews sur les problématiques suivantes, sur les déchets marins, mais à la fois scientifiques, politiques et aspects juridiques, et économique et sociale.
Donc là, j'attire votre attention parce qu'en ce moment même, ils sont en train de rédiger ces reviews et ils sont en train de faire différentes interviews aux différents acteurs de ces 3 problématiques. Donc si, voilà, je pense par exemple aux présentations d'hier de Tanzanie ou Mozambique, vous pouvez vous rapprocher de ces personnes-là pour faire part de vos recherches, en tout cas actualiser, ce serait top. Voilà, alors dans la finalité, c'est surtout d'améliorer la gestion des déchets dans le sud-ouest de l'océan Indien, car les différents pays ne sont pas tous égaux. Voilà, je vous ai mis le lien aussi si vous voulez plus d'informations. Autre projet, c'est voilà, dans le groupe des experts, il y avait comme objectif de créer un suivi des débris marins dans le sud-ouest de l'océan Indien. Donc ça, c'est un projet de Marine Leisure Monitoring. Donc moi, je fais partie de celui à Madagascar. Donc en fait, globalement, le gros projet de suivi des déchets, il s'intitule dans cette zone-là du sud-ouest de l'océan Indien et comprend donc les 7 pays. On utilise un protocole standardisé pour chacun de ces pays qui est écrit par la Sea Sustainable Trust. Je vous ai mis le lien en bas si vous voulez voir quel type de protocole c'est. Donc, c'est assez comparable à la DCMM. On collecte des macros, des mésodéchets sur des plages sableuses et aussi dans des rivières. Pour chacun des pays, on fait des études d'accumulation, c'est-à-dire qu'on revient tous les jours pendant 10 jours sur les plages identifiées pour collecter les débris marins, en tout cas pour les macro-déchets. Concernant le projet donc à Madagascar, donc on l'a porté avec CETAMADA qui est situé à Madagascar et le CEDTM, Centre d'études et découvertes des tortues marines basé à La Réunion. Donc nous, c'est la première étude sur les déchets marins qui est en cours en ce moment. C'est financé par le WIOMSA, donc c'est le Western Indian Ocean Marine Science Association. Et depuis 2019, en fait, on a collecté à peu près 65 000 débris, qui a une part importante de déchets plastiques, à presque 90%. Et depuis 2019, voilà, on a fait 18 surveys. Donc nos plages, elles sont situées sur ces sites-là, donc Nocibé, Tuléar, Fort-Dauphin et île de Sainte-Marie. Pour chacun des sites, en fait, on a 2 plages. On a une plage inhabitée et une plage peuplée, donc habitée. Et je vous ai mis aussi les liens voilà, pour si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, je vous enverrai le diaporama. Voilà, j'essaie d'aller vite quand même. Maintenant, le 3e projet, c'est mon projet de thèse. Donc, en fait, je l'ai construit au fur et à mesure voilà, de ces créations de projets en amont. Donc, ma problématique de thèse, c'est la caractérisation et détermination de l'origine des débris plastiques dans le gir subtropical de l'océan Indien. Donc, c'est dirigé par Mathieu Lecor de l'UMR Entropie à l'Université de La Réunion et co-dirigé par Alexandra Terhal de l'UMR EMRCP à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Et c'est financé, en tout cas pour la partie salariale, par The Ocean Cleanup, encadré par Laurent Le Breton. Alors, ça consiste en quoi ? Donc, en fait, on va prélever les débris marins dans la colonne d'eau et puis les analyser selon le protocole européen de la DCSMM. On va faire une analyse aussi de l'origine avec un break d'audit. Et pour les petites tailles dans la colonne d'eau, on va analyser la polymérisation grâce à une analyse FTIR, par spectrométrie infrarouge à Toulouse. Cette même méthode sera donc répercutée aussi sur les débris marins collectés sur des sites terrestres d'accumulation et aussi au sein d'espèces bio-indicatrices qui sont pour les oiseaux marins, les pétrels de Barreau et puffins tropicaux qui ont été récemment dans un papier déterminés comme espèces bio-indicatrices de pollution marine. Et juste pour rappel, le pétrel de Barreau en fait fait partie de la classe des Pterestroderma et en fait c'est la même famille que donc, les fulmars. Et pour les tortues, donc c'est la tortue Kawan. Tout cela, ça va permettre d'obtenir des paramètres qui vont ensuite être intégrés dans un modèle de circulation des débris marins qui a déjà été créé par donc, Laurent Le Breton. Et on va en fait améliorer les modèles de base avec des données plutôt réelles, en plus des données environnementales. Juste pour que vous ayez c'est vraiment une synthèse, pour que vous ayez un aperçu un peu de ce qui
du site d'études. Donc, il y aura 2 campagnes océanographiques, si tout va bien. Donc, la campagne en rose MadCaps et la campagne de Ocean Cleanup, tout ce qui est en bleu. Les étoiles correspondent au site d'accumulation, donc les plages. Et puis, moi, je vous ai juste schématisé la zone d'alimentation des espèces bioindicatrices. Donc, bien sûr, ça, c'est préliminaire et ça peut encore changer. Donc, qu'est-ce que c'est que MadCaps? Donc, c'est le 4e projet. Donc, c'est Microplastic and Coral Pathogen. Donc, ça correspond à une expédition océanographique. En fait, l'année dernière, les explorations de Monaco ont fait un appel à projet pour venir dans l'océan Indien, faire des études justement scientifiques dans le sud-est de l'océan Indien. Et donc, voilà, on y a tous répondu, mais avec le Covid, l'expédition a décalé de 2021 à 2022, voire 2023. Mais voilà, c'est bon à savoir qu'il y aura cette expédition-là. Donc, à bord, il y aura plusieurs études. D'ailleurs, j'ai entendu hier sur le projet d'IDEM aux Seychelles, qui en fera partie. Pour l'équipe MadCaps, en tout cas pour le projet, donc voilà, c'est... donc j'en fais partie. Il y a Mathieu Lecor, mon directeur, Philippe Jouran, qui d'ailleurs organise aujourd'hui ces journées plastiques IRD, qui fait partie de l'IRD et donc de l'Université de La Réunion, et Grégoire Orion, un étudiant. Nous, on sera en partenariat avec Océan Santé. Donc, en fait, c'est le centre scientifique de Monaco. Et ils étudient, en gros, eux, les pathogènes humains fixés sur les débris plastiques. Donc, ce projet est financé par les explorations de Monaco. Et je vous ai mis donc un trajet encore très, très provisoire parce que, voilà, mais je trouve que c'est bien quand même de savoir qu'il y a ça qui va qui va être produit. Je pense que j'ai été assez vite, Christophe, mais voilà, je suis sur la fin. Et puis, voilà, en gros, une synthèse du sujet de MadCaps, donc émergence des micro-organismes pathogènes. On veut savoir... je vais fermer la fenêtre. Ok, très bien, c'est bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment le schéma synthétique, en gros, de notre étude complémentaire entre océan et santé et MadCaps. Donc, quand on sera en route, on va récolter l'eau et puis les microplastiques. La méthode de sélection des débris marins, c'est encore à voir. Pour l'instant, on avait écrit la méthode à vanille, mais on aimerait bien finalement être comparable avec les autres études et finalement utiliser un MANTA. Et voilà, donc on fera des analyses physico-chimiques en lien avec la thèse et puis avec nos différents partenaires. Voilà, avec aussi des prélèvements sur la côte, des macroplastiques et des microplastiques au large et un prélèvement de sédiments. Voilà, je crois que j'ai été vite. Très bien, non, c'est très bien, merci beaucoup. Ouais. Impeccable, donc comme ça va permettre d'ouvrir la session discussion et de prendre les questions. Si tout le monde a des questions, donc dès aux orateurs de ce matin, il ne faut pas hésiter. Donc j'attends que tu départages. Normalement, ça devrait. Je enlève. Ok. Enlever, partager. Non, c'est bon. Arrêtez. Hop là. Voilà. Donc en attendant est-ce qu'il y a des questions pour les orateurs de ce matin? J'ai vu qu'il y avait une question de Delphine donc vers Christophe à propos des DCP là. Elle te demande si vous avez calculé les distances de séparation entre les positions de DCP et les trajectoires simulées, notamment à 0% ou à 1% d'effet de vent. Oui, en fait, je lui ai répondu à Delphine juste. Elle. Je vais répondre à tout le monde, comme ça tout le monde en profite. Ouais, ok. Donc, la réponse était que oui, on calcule ces distances de séparation entre observé et simulé à la fois en fait pour les différents pourcentages de windage là, et aussi pour les différents produits de forçage, donc issus de la télédétection, Oscar Globe Current, et aussi issus de sortie de modélisation de Nemo. Effectivement, pour Nemo, du coup, on essaye un peu comme HeroET, différentes couches de profondeur pour voir si les courants en subsurface permettent d'avoir un meilleur accord avec les observations. C'est un travail qui est vraiment en cours, hein, donc pour l'instant, il n'y a pas encore de résultats
très fort à diffuser par rapport à est-ce qu'il faut utiliser tel pourcent de windage ou tel produit de forçage, etc., quoi. Et c'est un peu ça l'idée. Sur ta trajectoire, sur ton exemple, là, qui est vraiment effectivement exceptionnel comme exemple presque. J'ai choisi la meilleure. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose enfin, il y a un événement atmosphérique qui permet d'expliquer parce que tu as quand même une espèce de point de rétroflexion qui est terrible, quoi. Donc, ouais. Est-ce que vous avez regardé en détail ça? Je ne sais pas, en fait, tu as produit cette figure il y a quelques jours seulement, mais encore une fois, c'est vraiment un exemple spectaculaire qui n'est pas forcément représentatif de l'ensemble. Hein. C'est juste pour montrer que parfois ça marche très bien. Et après, je ne sais pas, non, on n'a pas détricoté pour voir est-ce qu'il y a effectivement un point de divergence. J'imagine que c'est le cas. Mais il a essayé, en fait, là, j'ai montré que 0 et 1%. Il a essayé entre 0 et 5%. Et par exemple, 5%, la fin de la trajectoire est quasiment au même endroit qu'à 0%, mais avec une trajectoire qui a été complètement différente, quoi. Donc, c'est clair que dans ce cas-là, il y a un effet énorme du vent. Mais encore une fois, je ne peux pas conclure par rapport à est-ce que c'est général ou anecdotique. Ok. Je vois une question donc, pour Margot. Sur les 4 sites de Setamada à Madagascar, quels sont les fleuves que vous avez échantillonnés pour les macroplastiques? C'est Dominique Hervé qui te pose cette question. Oui. Mon micro n'est pas éteint. Du coup, pour les 2 fleuves, finalement, ils ont été choisis à Tana. Donc, ces 2 fleuves, alors les noms précis, je préfère te les envoyer par mail. C'est des noms malgaches. Oui, ou tu pourras les mettre dans le chat. Dans oui, dans le chat, sur le je te le côté. mets direct. Ça marche, Dominique. Je te renvoie ça. Ok. Allez-y, soyez pas timide, posez des questions. Moi, j'ai je peux me permettre de poser une question? Vas-y. C'est par rapport à ce que tu disais, Christophe, sur le besoin que vous avez de cartographier les zones intertidales. Et en fait, je pense que c'est un besoin qui touche énormément de personnes, en particulier dans la mesure où on commence à aller de plus en plus à haute résolution avec la modélisation. Enfin, je parle pour la communauté des modélisateurs, mais j'ai l'impression que du coup, ça pourrait être largement au-delà. Et on est en train de voir un petit peu de tous les côtés ce qu'on peut essayer de faire pour mieux cartographier ces zones intertidales. Et il y a pas mal de travail qui se fait avec tout ce qui est données satellites et les données sentinelles. Il y a des gens qui travaillent là-dessus au Lagos, il y a des gens qui travaillent là-dessus dans d'autres organismes. Il y a par exemple un étudiant en thèse qui a fait cartographier toute la zone intertidale des côtes vietnamiennes. Par contre, je ne me rappelle plus le nom de son labo, il faut que je retrouve. Mais en tout cas, je me dis que peut-être, j'imagine qu'il y a une dynamique là-dessus, mais du côté des gens de la modélisation et par exemple des gens qui vont faire aussi la modélisation des marées, comme Florent Liard au Lagos, c'est vraiment des questions qui deviennent cruciales, quoi. Donc peut-être que ça vaut le coup d'aller voir ces gens-là pour voir ce qu'ils font sur ces zones intertidales avec les données satellites. Oui, il y a sûrement un travail de connexion à faire, là, mais c'est des nouveaux chantiers. J'imagine que la problématique de la modélisation dans ces zones-là va être un peu, aura probablement d'autres contraintes que ce qu'on faisait jusqu'à présent en hauturier, quoi. Oui, voire même en côtier, quoi. Christophe, on en a déjà parlé, mais clairement, la donnée bathymétrique, haute résolution, etc., ça devient un élément qui nous limite complètement parce que c'est des zones de forte marée et si tu n'as pas la bonne donnée bathymétrique, tu ne peux pas être confiant en ce que fait ton modèle à haute résolution. Donc, du coup, pour nous, ça devient un ingrédient vraiment essentiel, quoi. Mais à la fois très, très difficile d'accès parce que par contre, les données in situ, et en particulier dans les pays du Sud, vous le savez tous, c'est vraiment pas facile à récupérer, quoi. Ok, donc un commentaire de Dominique qui nous dit que je confirme MNT précis sur Intertidal et effet de marée, Sentinel-2, est-ce que ceci est fusion au radar? Il y aura SWET en 2022, oui. Effectivement, la bathymétrie reste un problème majeur et alors j'imagine que ça va s'accentuer si on va vers ces milieux un petit peu au fond des estuaires. Les estuaires, c'est pas évident, mais déjà, et après au fond des estuaires, et puis donc avec des couverts végétaux qui vont être très différents. J'imagine que l'apport d'eau douce aussi, par exemple, ça pourrait être assez crucial. C'est vraiment des nouvelles choses qu'on ne connaît pas bien. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire remonter, mais qui n'est pas une application directe, mais par rapport aux études qu'on voudrait monter, qui voudraient se monter localement, ça semble être une donnée vraiment, en tout cas un point fort qui pourrait même être un verrou dans certaines études, quoi.
surtout si on veut faire l'appui des modèles. OK, bon, ben, on n'est pas trop mal au niveau du timing. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, apparemment pas trop. Donc, je propose qu'on suive le planning pour l'instant qui est annoncé. Je vous propose par contre de vous reconnecter à 10h35. Comme ça permettra de… Hop. Donc, rendez-vous à 10h35 pour la reprise du programme. À tout à l'heure, merci. À tout à l'heure, merci.